Les dangers dans mon cœur. Ichikawa Kyutaro lit un encyclopédie sur les meurtres en classe et se sent complètement dérangé. En même temps, ses camarades rigolent avec des blagues sur le papier toilette, vous savez, du genre intellectuel. Ichikawa est tellement tourmenté qu'il envisage même de réagir violemment contre un garçon qui le bouscule par accident. Mais il réalise rapidement que ce n'est pas une bonne idée. Il pense qu'il est le héros d'un thriller psychologique déviant ou quelque chose comme ça. Bon, mon gars, tu n'es pas le Joker, mais il ne peut s'empêcher de se demander quand ses pulsions sanglantes finiront par disparaître. Et puis, il y a Anna Yamada, la princesse de son cœur, ou plus exactement, la cible de ses fantasmes meurtriers. Elle est la fille la plus jolie de l'école et modèle pour des magazines, mais Ichikawa veut seulement voir son visage se tordre de douleur. Oh non, il ne peut presque pas se contrôler quand elle le regarde, et maintenant il veut qu'elle regrette de lui avoir jeté un regard. Quelqu'un pourrait-il lui dire de se calmer? Il pense qu'elle sera aussi belle morte et son corps lui appartient. Bien sûr, il ne sait pas pourquoi il agit soudainement comme un pervers. Il se lève et quitte la classe parce que le bruit devient insupportable pendant la pause déjeuner. Il entre dans la bibliothèque et voit Anna seule en train de déjeuner. Il marche maladroitement à l'intérieur et elle dit quelque chose indistinct avec la bouche pleine. Quelqu'un pourrait-il enseigner à cette fille un peu de politesse? Néanmoins, Ichikawa feint comprendre et s'éloigne d'elle. Il scrute son dos entre les rayons des livres, se demandant si c'est sa chance de la tuer, et décide finalement de ne pas le faire. Il la surveille simplement pendant qu'elle termine son riz et ouvre un paquet de chips. Ichikawa est surpris car ils viennent de déjeuner, et maintenant elle sourit et tape tout en terminant le gros paquet de chips. Mon Dieu! Laissez cette fille savourer son repas en paix. Il se tourne et commence à penser à des moyens de la tuer, mais elle semble être en train de préparer son exposé pour l'histoire sociale. Ichikawa remarque que Anna ne prend pas d'effet de référence et utilise directement un stylo pour écrire, ce qui lui fait manquer d'espace pour le titre. C'est une erreur classique d'apprenti, cependant il ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle cherche sa scie circulaire et considère de lui prêter jusqu'à ce qu'il réalise que cela pourrait paraître un peu suspect. On ne peut pas blâmer cet homme pour être prudent dans ce monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il décide néanmoins de prendre le risque, et à sa grande surprise, Anna est en fait gentille à ce sujet. Elle sourit et remercie Ichikawa pour avoir réduit sa charge de travail, et Ichikawa se sent sur un nuage jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle n'a toujours pas rendu sa scie circulaire. La panique s'installe alors qu'il court frénétiquement dans le couloir après elle. Bien sûr, Anna a ses propres problèmes à gérer, comme sa copine qui l'accuse de stocker des snacks. Hey, qui n'aime pas un bon snack? Bien sûr, Anna est adorable et court vers Ichikawa pour lui donner le reste des chips. MC pense qu'il a eu la chance de sa vie avec les restes d'Anna, mais elle met immédiatement le paquet directement devant sa bouche pour récupérer les dernières chips. Ce n'est pas très masculin, mais qui peut discuter avec une belle modèle. Sa copine commence à hurler sur elle pour avoir fait du travail sale, et Ichikawa s'affaisse au sol parce qu'il n'a pas eu l'occasion de la tuer. Il passe le reste de la journée à penser à sa scie circulaire dans son sac à crayon, mais il est surpris de la trouver sur son bureau le lendemain. Il la touche, et elle est encore chaude, ce qui le fait croire qu'elle l'a portée toute la journée pour ne pas l'oublier. Qui aurait cru qu'une scie circulaire pouvait être romantique? Le professeur annonce qu'il est temps de présenter leurs travaux en groupe, mais Anna est confuse lorsqu'elle voit que le poster est différent de celui qu'elle avait préparé. Sa copine lui a dit qu'elle l'avait refait parce que Anna avait fait un sale boulot avec des taches de nourriture, elle a même utilisé une tache de chocolat pour faire partie du titre. Ichikawa est furieux, car il pense que Anna a travaillé dur dessus, et que sa copine est jalouse de sa beauté. Il commence à maudire toutes les filles en général pour être rusées, mais il remarque que Anna semble indifférente. Elle et son groupe présentent leur exposé en premier, tandis que Ichikawa et son groupe parlent de leurs recherches sur les ressources durables. Cependant, pendant qu'ils présentent, elle semble silencieuse et commence à pleurer. Pour couronner le tout, Ichikawa est obsédé par Anna, au point de penser que toute la classe la regarde, quand en réalité, il regarde juste un hélicoptère. Classique Ichikawa. Mais il ne va pas laisser passer cette occasion, donc il démonte son propre poster pour distraire la classe. Et quoi qu'il faut faire, n'est-ce pas? Mais voilà le hic. Lorsqu'il regarde à nouveau Anna, elle est heureusement en train de regarder l'hélicoptère. Un twist de plot. Ichikawa est plus confus que jamais, mais au moins il a pu faire une déclaration dramatique devant la classe. Peut-être qu'à la prochaine fois, il apportera un hélicoptère pour vraiment faire sensation. Anna s'assoit sur les genoux de Kobayashi, et les garçons derrière MC commencent à faire des blagues perverses sur eux. Ils veulent être amis bénéfices avec Anna, mais il ne veut rien entendre. Il est prêt à la tuer, comme d'habitude. L'un des garçons, Kanzaka, commence à parler de comment il n'est pas attiré par les filles jolies et préfère quelqu'un moins attrayant comme Hara. Pauvre Hara.
Plus tard, MC va à la bibliothèque et voit Anna là-bas, en train de manger des snacks. Hara entre car quelqu'un l'a invitée à venir, mais elle refuse l'offre d'Anna de lui donner à manger parce qu'elle est en régime. Kanzaka entre ensuite, et MC se cache derrière un rayon de livres, peur qu'il ne demande à Hara en mariage. Quand Kanzaka découvre que Hara est en régime, il lui dit qu'elle est parfaite telle qu'elle et qu'elle n'a pas besoin de perdre de poids. Anna comprend ce qui se passe, mais MC tombe par terre en tombant par hasard sur un livre, ce qui fait suspecter quelqu'un d'autre. Il pense qu'il s'agit d'un chat, donc Anna commence à tousser pour le signaler. Il comprend le message et miaule, tandis qu'Anna se lève sous prétexte de vérifier ce qui se passe, mais en réalité pour l'aider. Elle le trouve derrière les rayons de livres et commence à miauler aussi, ce qui fait rire Hara et Kanzaka. Ils deviennent amis, unis par leur amour des chats. N'est-ce pas parfait ? MC rentre chez lui après l'école et décide d'aller à l'arrêt de bus acheter le magazine dans lequel Anna est en couverture. Mais il ne veut pas entrer en uniforme scolaire, donc il change en t-shirt gothique, heavy metal, comme on fait. Une fois à l'intérieur, il trouve le magazine, mais est interrompu par Anna, qui entre. Il court et se cache derrière un rayon de livres comme un ninja véritable. Deux filles entrent, pour montrer leur intérêt pour acheter le magazine, mais Anna agit gênée, essayant de les attirer et de fangirl autour d'elle. Malheureusement, elles se sentent mal à l'aise et s'en vont. Pauvre Anna, c'est dur d'être célèbre. Sans se décourager, Anna se tient avec un stylo dans la main, prête à signer des autographes, mais personne ne la reconnaît. Elle essaie même de mettre son magazine au-dessus d'un autre tas, pour attirer plus de gens à l'achat, mais les employés du magasin le rangent, sans prêter attention à elle. Lorsqu'elle quitte dépitée, MC réalise qu'elle a un côté ridicule de sa personnalité. Sentant coupable d'avoir effrayé deux clients potentiels, Ichikawa achète le magazine et retourne chez lui pour le lire. Mais après avoir vu les photos d'Anna, il les jette dans la poubelle, feignant de ne pas s'en soucier. Bien sûr, il ne peut s'empêcher de le regarder du coin de l'œil et reste éveillé toute la nuit à le lire. Nous avons tous été là, Ichikawa. Anna n'a peut-être pas obtenu l'attention qu'elle espérait au magasin, mais elle aura toujours MC pour l'obséder discrètement. Le lendemain, en allant à l'école, Ichikawa voit Anna parler à un autre garçon et immédiatement suppose qu'il est son petit ami. Il accepte cette réalité comme étant la façon de la vie et se tient à côté d'eux sur le trottoir. Il entend Harry et Nanjo parler de l'application Line et suppose qu'ils l'emballent. Classique jalousie adolescente. Alors qu'ils commencent à marcher, Ichikawa les suit à distance, écoutant leur conversation. Pas très poli, mais il ne peut s'en empêcher. Arya demande à Anna de lui parler de ses comptes sociaux, mais elle semble ne pas savoir ce qu'ils sont. MC pense qu'elle joue la comédie, parce que comment pourrait-on ne pas connaître les réseaux sociaux, surtout une modèle ? Arya persiste, demandant à Anna comment elle reste en contact avec ses amis. Anna répond qu'elle communique donc par télépathie, en synchronisant leur cerveau. Arya est impressionnée et demande à Anna de lire son esprit, mais Anna le détrompe en demandant de l'ice cream. Priorité correcte ? Arya continue de complimenter Anna tout en s'approchant d'elle et la qualifie de mignonne. Il continue en disant qu'elle est drôle, et elle apprécie vraiment cela en demandant plus. Cela rend Ichikawa encore plus malheureux, et il s'éloigne davantage. Haruya insiste pour que Anna connaisse Lin afin qu'ils puissent communiquer davantage. Il tient même sa main, et elle répond positivement, en ne la lâchant pas, ce qui fait que les yeux d'Ichikawa s'ouvrent, grands, alors qu'il feint de ne pas s'en soucier. Anna sort son téléphone pour installer l'application lorsqu'Ichikawa a assez et quelque chose craque en lui. Il ne peut plus supporter ce flirt ouvert et décide d'agir. Dans un moment de folie, il envoie sa bicyclette voler à toute vitesse devant Harry et Anna, les faisant tous deux sursauter. Chi, l'amie d'Anna, a assisté à l'incident car elle marchait derrière lui et tout le monde court voir la bicyclette qui a malheureusement atterri dans l'eau. Elle dit à Anna que Ichikawa avait délibérément envoyé sa bicyclette voler. Intriguée, elle demande à MC ce qui s'est passé, mais il est gêné donc il tente rapidement de se couvrir en disant qu'il a pressé l'accélérateur par mégarde au lieu du frein. Attends, de l'accélérateur sur une bicyclette ? Anna commence à rire nerveusement et l'appelle marrant, ce qui fait que le temps s'arrête pour lui et il commence à sentir des papillons dans le ventre et ne voit que Anna dans son univers. Le lendemain commence avec MC qui pense à écrire un livre basé sur un garçon qui est transporté dans un autre monde. Pourquoi est-ce toujours sur Isakad ? Ce garçon est maudit par la magie noire et tout ce qu'il touche est condamné. Le design de la héroïne lui semble familier. MC visite alors le bureau de la surveillante même s'il semble parfaitement en forme. Là,
Il voit Yamada allongé à côté du lit de la surveillante. MC explique qu'il a eu une migraine sévère, c'est pourquoi il est au bureau de la surveillante. Yamada semble avoir une indigestion suite à trop de bonbons. Yamada tend à MC une pilule qui l'excite, lorsqu'il remarque qu'il boira de la même tasse que les lèvres de Yamada ont touché. Ce gamin a besoin de lait, mais il remarque que Yamada a laissé son chemisier. MC ne peut résister et commence à flairer le chemisier, tandis que la surveillante lui tend le chemisier pour le rendre. Il répète constamment qu'une créature dans son crâne est responsable de ses actions perverses. Plus tard, MC retourne en classe où les garçons, des enfants de 12 ans, demandent aux filles si elles se touchent. Un garçon tend à MC une note et lui demande de la donner à Yamada. Il échange la note contre son croquis et la donne à Yamada. Un peu plus tard, il continue de dessiner. Pendant ce temps, les garçons inventent un jeu qui révèle la position de yoga préférée de quelqu'un. Le garçon approche les filles et leur demande de tenir sa main. La manière dont elles tiennent leurs poings révèle leur position de yoga préférée. Ses enfants, et leur théorie. Mais une fille soupçonne qu'il doit d'abord faire ce test avec ses amis. Eh bien, cela a échoué. En tout cas, les filles trouvent diverses méthodes pour toucher sa main, tandis que les garçons commencent à faire des suppositions étranges. Plus tard à la bibliothèque, Yamada essaie d'ouvrir la main d'Ichikawa pour trouver la pièce de bonbon manquante. MC utilise également leur théorie et suppose que c'est la position préférée de Yamada, le gosse est en train de se faire brainwash. Sur le terrain de basket, le coach demande aux enfants de former une équipe de 5 personnes. Yamada refuse quand sa copine lui demande de jouer en défense. Yamada a un photoshoot imminent, donc elle doit courir pour perdre du poids. Elle a des courbes, elle ne parle pas de poids. MC se demande combien Yamada est ouverte, mais il ne la connaît pas bien. MC définit le caractère de Yamada comme facile à tuer, tandis que NC était encore en train de penser qu'il avait été frappé par le ballon, NC était sur le point de lancer le ballon en colère. Il se trouve que Yamada était celle qui avait lancé le ballon à Ichikawa. L'irritation d'Ichikawa s'apaise immédiatement et il renvoie le ballon calmement. Nous savons tous où cela va. MC remarque que Yamada le regarde rougir. Yamada est frappée au visage par le ballon, car elle était distraite en regardant Ichikawa. Le nez de Yamada commence à saigner à cause de l'impact. MC commence à s'inquiéter en voyant le sang couler du nez d'Ichikawa. Le coach emmène alors Yamada et Kobayashi au bureau de la surveillante. MC se faufile discrètement dans le bureau de la surveillante. Il est choqué lorsque le coach appelle Yamada les parents. La situation semble sérieuse. MC se cache sous le lit de la surveillante. MC voit les mouchoirs ensanglantés de Yamada. Espérons qu'il ne fait rien de pervers avec ceux-ci. Pendant qu'il parle avec sa mère, Yamada commence à pleurer, car à cause de sa blessure, Yamada ne peut pas faire son photoshoot. Après avoir vu Yamada pleurer, MC commence également à pleurer involontairement. Yamada accidentellement laisse tomber ses affaires, où MC remarque qu'elle a encadré son croquis. Cela touche le cœur d'Ichikawa. C'est alors que MC réalise qu'il aime Yamada. Plus tard en classe, les garçons pervers se rassemblent ensemble. L'un des garçons a les mouchoirs ensanglantés de Yamada et commence à les flexer. Sont-ils vraiment des garçons de 12 ans ? Cela énervait MC, et lorsqu'il se levait pour les affronter, MC remarque des taches de sang sur sa chemise. Il se trouve que lorsqu'il rampait pour sortir du bureau de la surveillante, sa chemise a touché le sang de Yamada sur le sol. MC s'assoit immédiatement tout en tentant de cacher les taches. Le lendemain, Yamada arrive à l'école avec un bandage sur le nez. Tout le monde s'approche d'elle et lui demande ce qui s'est passé. Yamada explique la raison. Elle s'essouffle à expliquer à tout le monde, alors Kobayashi écrit la raison pour laquelle Yamada a un nez blessé sur le bandage, afin que les gens arrêtent de lui poser des questions. Yamada commence à pleurer et s'embrasse Kobayashi, car elle est toujours triste à cause du photoshoot. Tandis que Yamada s'embrasse Kobayashi, les garçons pervers commencent à avoir des pensées perverses. Moment plus tard, MC marche vers l'école et voit Yamada debout sur les marches. Yamada est toujours en train de pleurer et elle court à la fin des mouchoirs. MC veut lui donner des mouchoirs pour qu'elle puisse pleurer, mais il est trop timide pour lui les donner directement. MC va à la bibliothèque où il laisse plusieurs paquets de mouchoirs. Lorsque Yamada prend le mouchoir, elle ne l'utilise pas pour essuyer ses larmes, mais pour nettoyer ses mains après avoir mangé des snacks. Cela rend MC plus heureux en voyant Yamada sourire. Notre MC réfléchit à ce qu'il a voulu dire par « je l'aime ». Il est confus s'il l'aime parce qu'il n'a pas envie de sortir avec elle ou même de passer du temps romantique avec elle. Pendant le déjeuner, MC remarque qu'une fille la regarde. C'est parce qu'elle volait du lait. MC la suit à la bibliothèque où il réalise qu'elle a volé le sachet de lait pour faire Neru Neru Darun. Oui, c'est le nom de la friandise. Avant que Yamada ajoute la friandise au sachet de lait, MC l'interrompt et lui demande d'utiliser un bol de la salle de classe EC. Yamada lui demande de ramener le bol de manière ordonnée. Avec hésitation, MC court chercher le bol.
où est passée cette personnalité Sigma. Au milieu du chemin, Yamada le rejoint et prétend être mieux que Gordon Ramsay juste pour faire Nerunrunerun. La salle de classe EC semble verrouillée, donc il décide de voler un bec de chauffée de la salle de sciences. Yamada plonge le doigt d'Ichikawa dans le plat sucré pour qu'elle puisse goûter, tandis qu'elle boit tout. Alors que Yamada boit le sirop, leur professeur les surprend dans la salle de sciences. Yamada déverse le sirop sur ses cuisses en paniquant. MC essaie d'expliquer à la professeure que la situation semble un peu incongrue. Plus tard, pendant le nettoyage de l'école, une fille nommée Rin approche Yamada, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le foulard de Yamada tombe par la fenêtre et elle court pour le récupérer. Serena, la copine de Rin, lui dit de s'excuser auprès de Yamada pour quelque chose qu'elle a fait involontairement. Rin devient furieuse et dit que Serena a changé maintenant. Tout ce qu'elle fait, c'est de la regarder, et Rin court loin. Moment plus tard, NC et Yamada sont dans la bibliothèque. MC remarque que Ren est également là. Peut-être qu'elle vient s'excuser. MC essaie de partir pour lui donner de l'espace. Yamada l'appelle et lui demande de prendre une photo avec elle pour qu'elle puisse échanger les visages WoW avec le filtre. MC refuse carrément son offre et court dehors de la bibliothèque où il rencontre Serena. Yamada appelle Rin et montre la photo. Elle ne se souvient même pas, ou ne s'en soucie pas, de ce que Rin a fait. Yamada prend une photo avec Rin en utilisant le filtre de remplacement et rit. Rin commence à se sentir embarrassée et elle s'excuse soudainement. Il se trouve que Rin était celle qui avait frappé Yamada au visage. Yamada agit généreusement et même demande à Rin de lui donner des bonbons. Alors que Rin sort, Serena s'excuse auprès de Rin pour l'avoir obligée à s'excuser. En rentrant chez eux, Smarty transporte littéralement son vélo. MC remarque que tout le monde s'inquiète tellement pour le nez de Yamada. Il pense que c'est parce qu'elle est une modèle. Alors qu'il réfléchit, Yamada apparaît à côté de lui. Yamada lui demande un coup de main. MC chuchote timidement, mais accepte de lui donner un coup de main. Yamada s'assoit à l'arrière du vélo comme les garçons et lui demande de la déposer chez la boutique de Muroka. MC mentionne qu'il est membre du club de traitement de données, à laquelle Yamada répond qu'elle rejoindra le même club. Lorsqu'ils arrivent à la boutique, Yamada tend à MC une bouteille de jus qui semble surprise parce que Yamada ne partage presque rien, donc MC lui donne le couvercle de la bouteille qui a quelques gouttes dedans. Yamada s'éloigne en rougissant, je veux dire. C'est une romance d'adolescent après tout. Le lendemain, le professeur demande à la classe s'ils savent qui a jeté les emballages de bonbons dans la bibliothèque. Yamada ment carrément qu'elle n'a pas fait ça, bien qu'il soit évident, donc le professeur la rappelle à son bureau. Le professeur est occupé, donc Yamada est hors de danger pour le moment. Plus tard, MC va déjeuner avec sa sœur et semble gêné de passer du temps avec elle. C'est là que Yamada et ses amis marchent derrière Ichikawa. Comme Yamada et son groupe sont assis derrière MC, il écoute leur conversation. MC va acheter plus de snacks, et c'est là que Yamada le joint. Yamada mentionne qu'elle veut être amie avec sa sœur. MC lui demande pourquoi elle était venue seule ici, et Yamada commence à faire des excuses. En fait, Yamada était venu juste pour parler à Ichikawa. Quand MC réalise cela, il commence à paniquer pendant qu'il commande. Il achète un glace pour Yamada, mais se sent trop timide pour lui la donner. Plus tard à l'école, NC semble chercher Yamada, mais c'est quand elle apparaît derrière lui. Comme Yamada est sur le point d'aller au bureau de la surveillante, elle demande à MC de l'accompagner. La surveillante accuse Yamada d'avoir apporté des snacks à l'école. Yamada semble ignorer ces accusations, et MC commence à défendre Yamada. Mon gars est carrément en train de mentir pour Yamada. Même s'ils étaient pris en flagrant délit dans la bibliothèque, MC commence à tromper la surveillante. Et en conséquence, ils se retirent tous les deux. La surveillante semble heureuse en voyant MC aider quelqu'un. Lorsqu'ils entrent dans le couloir, Yamada donne à MC un bonbon. Yamada demande à MC de discuter plus avec elle, et il rougit de confusion. La classe reçoit une tâche dans laquelle ils doivent visiter plusieurs boutiques et écrire un rapport sur elle. MC semble moins intéressé parce qu'il veut visiter des lieux de crime ou des cartels de drogue pour faire son rapport. Il aime vraiment les coins sombres et les mystères de meurtre. Le professeur demande à la classe de former des groupes de 6 élèves qui partagent les mêmes intérêts. Comme toujours, MC se retrouve seul car il n'a pas d'amis pour former un groupe. Il est appelé par le groupe des garçons pervers et il lui propose de les rejoindre. MC accepte leur offre et les rejoint. Les garçons purvis remarquent alors que leur groupe manque encore 2 membres, donc ils décident de se diviser en 2 groupes. Maintenant, vous comprendrez pourquoi je les appelle les Purvi Boys. Oda et Adaki, 2 membres de ce groupe pervers, s'approchent d'autres des filles et demandent si elles peuvent les rejoindre. Yamada a un ami nommé Sakin qui refuse immédiatement. MC semble soulagé. Les filles sont prêtes à accueillir quiconque et excluent Sakan qui dit aux garçons que les filles discuteront et sélectionneront 2 personnes pour les rejoindre. La première personne choisie par les filles est Kanzaki.
Mais Kanzaki ne veut pas rejoindre leur groupe. MC suggère à Kanzaki de rejoindre le groupe d'Ara, rempli de geeks, où elle trouvera quelqu'un de son niveau. Kanzaki semble convaincu, mais 3 personnes restent. MC se bat pour rejoindre le groupe de Yamada. Elle pourrait simplement demander aux filles, et elle l'accueillerait avec joie. Adaï réussit également à les rejoindre. Plus tard dans la bibliothèque, MC semble penser que Yamada trouverait désespéré la manière dont il s'intègre dans son groupe. Yamada entre alors avec Ara, tandis que MC les observe discrètement. Au fait, Yamada avait apporté des collations pour partager avec Ara. N'avait-elle pas été une mannequin préoccupée par sa silhouette? Ara refuse l'offre de Yamada et dit qu'elle est en régime. Elle est venue ici uniquement pour parler à Ara. Yamada commence à s'enthousiasmer car elle réalise que Ara est venue pour elle et non pour les collations. Probablement parce qu'elle n'a plus besoin de partager. En fait, Kanzaki et Ara sont sortis ensemble et Ara souhaite perdre du poids pour paraître plus jolie. MC écoute discrètement leur conversation. Ara raconte à Yamada qu'elles ont passé un date shopping ensemble. Le garçon pervers progresse. Ara demande ensuite à Yamada si elle a déjà eu une relation. Yamada affirme ne jamais avoir été dans une relation, ce qui soulage MC. Yamada avoue avoir envie de partager ses écouteurs si elle avait un petit ami. Yamada prend une photo avec Ara, mais dans cette photo, on voit MC qui s'approche derrière eux. Le gamin a été pris en flagrant délit. Ara ne s'inquiète pas si MC entend leur conversation car il n'a pas de ami pour partager ses informations. Cela doit lui faire très mal. Plus tard, quand MC quitte l'école, il commence à pleuvoir et NC enfile son imperméable. Soudain, il remarque Yamada qui attend. Elle demande à emprunter l'imperméable d'Ichikawa pour aller acheter une parapluie. MC remarque que Yamada a laissé son sac et son porte-monnaie à l'école, alors il court vers Yamada sous la pluie. Yamada demande à MC de sortir son porte-monnaie de son sac, mais lorsqu'il met sa main dedans, il remarque qu'elle a déjà une parapluie. Yamada fait une excuse en disant que la parapluie est cassée. MC place alors son porte-monnaie dans sa poche, tout en rougissant. En réalité, Yamada a menti pour pouvoir passer du temps avec lui et acheter des friandises. Yamada revient ensuite et partage une glace avec Ichikawa. MC demande si elle aime ou est la glace, mais se laisse distraire. Juste avant de partir, Yamada crie à MC et dit « Je suis pratiquement amoureuse !» Il est incertain si elle parlait de la glace ou d'elle-même. Le lendemain, tout le groupe visite divers lieux pour leur rapport. Au magasin de manga, un Daki pose des questions perverses et fantasme même sur la taille du sein d'une idole. Nous avons tous vu cela venir. Au magasin de manga, ils rencontrent un écrivain qui leur permet de voir les chapitres non publiés de la manga de Baikis, ce qui excite Ichikawa. En rentrant du magasin de manga, les ascenseurs sont bondés de gens. Yamada semble se tenir trop près d'Ichikawa. Pour se contrôler, MC ferme les yeux. Il ne peut pas croire qu'il soit le même garçon qui flairait ses vêtements il y a quelques épisodes. Bien qu'il puisse sentir l'odeur de Yamada et sentir sa respiration. De toute façon, lorsque l'ascenseur atteint son étage, MC ouvre les yeux pour voir que Yamada est toujours aussi proche de lui, même après que tout le monde soit parti et que l'ascenseur soit vide. Ils se regardent pendant un moment et Yamada s'éloigne, alors ils marchent ensemble en parlant de manga. MC prend ensuite un arrêt aux toilettes et lorsqu'il revient, il réalise que seul Yamada est là. En fait, tout le monde est parti prendre le métro car ces deux-là ont oublié de demander aux autres de patienter. Donc MC et Yamada sont abandonnés ensemble. Maintenant que MC et Yamada sont seuls, ils commencent à paniquer. Yamada prend toute la faute sur elle et commence à pleurer. Heureusement, le prochain train arrive dans 7 minutes. MC commence à se sentir coupable, alors il essaie de se rattraper en achetant un thé au lait à Yamada. MC pense que c'est sa faute, il aurait dû annoncer qu'il allait aux toilettes, ce qui finit par faire rire Yamada et la remettre de bonne humeur. Le train arrive. Sur le train, Yamada tient MC pour qu'ils ne se séparent pas. Yamada mentionne également que Ara a une relation secrète. Elle indique à MC qu'il pourrait avoir une relation secrète. Plus tard, ils rattrapent leur groupe. Le lendemain, MC se rend à l'école et réalise qu'il commence à apprécier l'école. C'est parce qu'il commence à aimer Yamada. Yamada semble attendre MC devant l'école. Lorsque MC arrive, Yamada lui tend le manga qu'elle avait mentionné précédemment. Yamada est tellement excitée qu'elle révèle l'histoire entière à Ichikawa. Yamada retourne vers la porte de l'école afin que MC ne sache pas qu'elle l'attendait juste pour lui. Plus tard, Yamada visite MC à la bibliothèque bien qu'elles doivent travailler. Yamada remarque que MC lit un autre livre et non son manga. Elle commence à forcer MC à lire ce manga maintenant. Elle commence à tirer le livre d'Ichikawa, mais trébuche. Le visage d'Ichikawa heurte le torse de Yamada,
Quel rêve devenu réalité? Ils s'excusent mutuellement. Comme Yamada s'apprête à partir, MC la retient pour aucune raison. Il ne sait pas pourquoi il l'a retenue et commence à poser des questions aléatoires. Il commence à lire le manga en rentrant chez lui. Le lendemain à l'école, la première chose que Yamada demande à MC est le manga. Elle répète constamment de lui demander à propos du manga, jusqu'à ce qu'il décide de le lire à l'école. Alors que MC commence à lire le manga, il est interrompu par Hadaki. Hadaki soupçonne MC s'il sort avec Yamada, mais il couvre rapidement, en disant qu'ils sont juste des camarades de classe. Hadaki semble avoir un crush sur Yamada. Il continue à demander MC à propos d'elle. Hadaki réalise qu'il aime Yamada, parce qu'il ne peut pas se masturber avec elle. Comment un enfant de 12 ans peut-il savoir ça? Selon Hadaki, tu ne peux pas te masturber avec la fille que tu aimes. MC commence à prendre intérêt au sujet. MC se demande si le théorème d'Hadaki est vrai. Il va essayer de flatter Yamada. Hadaki commence à adorer le corps de Yamada, ce qui choque NC, et il sort. MC réalise que Adachi a toujours parlé de manière suggestive à propos de Yamada, mais il n'a jamais été offensé auparavant. Il se questionne parce qu'il commence à l'aimer maintenant. MC entre en classe et s'assoit à côté de Yamada. Ichikawa regarde involontairement les cuisses de Yamada, alors il sort de la classe. Alors que MC se dirige vers la bibliothèque, il voit Yamada debout dans une grande douleur. Comment est-ce qu'elle est arrivée si vite? Yamada semble triste, parce que le personnel a mis en place une nouvelle règle interdisant de manger dans la bibliothèque. Yamada pense que quelqu'un a dénoncé le personnel à propos d'elle, et c'est pourquoi ils ont mis ce poster. MC et Yamada commencent à se demander l'identité de la personne qui les a dénoncés. Avant de crier les noms et de soupçonner leurs camarades de classe, ils décident de parler au professeur de la bibliothèque. Le professeur de la bibliothèque mentionne qu'elle a trouvé un emballage de bonbons dans la bibliothèque, donc elle devait rappeler les règles aux enfants. Plus tard, alors que MC et Yamada sont assis dans la bibliothèque, MC se demande si c'est la dernière fois que Yamada viendra à la bibliothèque. Comme Yamada n'a jamais été intéressée par la lecture, elle vient uniquement pour manger des friandises. MC se demande si c'est la fin de son lien avec Yamada. À cet instant précis, Yamada ouvre un paquet de chocolat et commence à le manger. Rien ne peut arrêter cette fille de manger. Yamada savait les règles concernant la manger dans la bibliothèque dès le début. Un poster ne l'effraie pas. MC remarque alors que la professeure de la bibliothèque marche derrière Yamada et qu'elle va être prise en flagrant délit. La professeure va regarder Yamada. MC commence à courir. Comme Yamada est sur le point de prendre une bouchée de chocolat, MC atteint immédiatement sa main et retient celle de Yamada. Le chocolat se cache entre leurs mains. La professeure de la bibliothèque regarde MC et Yamada, tenant la main, jusqu'à ce qu'elles partent immédiatement pour leur donner de la tranquillité. Existe-t-il vraiment des professeurs comme ça? MC tombe en arrière tandis que Yamada le regarde avec colère tout en rougissant. MC s'excuse pour avoir touché sa main avec son consentement. Il explique qu'il l'a fait pour la protéger. Le chocolat semble fondre sur la main de Yamada. La mine de Yamada semble compliquée alors qu'elle demande à MC de partir. En fait, elle voulait lécher ses mains, c'est pourquoi elle l'a demandé. MC sort de la bibliothèque d'un air titubant. Mais le lendemain, tout semblait revenir à la normale. MC est chez lui, en train d'utiliser son ordinateur portable. Il ne peut pas s'empêcher de penser à Yamada. MC cherche alors le nom de Yamada, en tant que mannequin, qui est Anna Akino, et commence à la surveiller. Bien qu'il soit furieux quand il voit la recherche qui dit que Anna Akino est moche, MC commence à critiquer les gens sur internet, mais à ce moment-là, il remarque le mot Kolbaku. MC commence immédiatement à chercher et découvre qu'il s'agit d'une série télévisée dans laquelle Yamada est présente. Cette série diffère chaque mardi. MC réalise alors que c'est aujourd'hui mardi et court vers la télévision chez lui. Malheureusement, la série se termine juste avant qu'il arrive devant la télévision. Le lendemain, alors que tout le monde se prépare pour la course marathon, NC continue de regarder Yamada. Il veut maintenir la relation telle qu'elle. De toute façon, lorsque la course commence. Lorsque la course commence, chacun commence à courir individuellement. Le côté machiste de MC apparaît lorsqu'il réalise que Yamada va le dépasser en course. Il augmente sa vitesse et Yamada fait de même de l'autre côté. Peu de temps après que Yamada ait rattrapé MC, elle le retient et lui demande de ralentir. Mais la fierté de MC ne le permet pas, donc il reprend la tête. Dès que Yamada enlève son haut de sport, la vitesse de MC diminue automatiquement et Yamada couvre la distance. On ne peut pas blâmer l'enfant. Yamada a utilisé sa carte sauveteuse. MC ne peut pas s'empêcher de fixer le torse de Yamada. Mais il réalise que Yamada porte son haut de sport en sens inverse. MC lui dit cela, mais au lieu de ralentir, Yamada tourne son haut de sport en courant. Cette astuce ne ralentit pas Yamada. Au contraire,
MC se cache derrière elle pour cacher son excitation. Yamada tourne la tête derrière et voit MC avec son œil droit alors qu'il courait. Les deux se concentrent l'un sur l'autre à tel point qu'ils commencent à sortir de la piste. Résultat, MC termine dernier. Yamada, fatigué, tend sa main vers MC et alors il la prend pour l'aider à se relever. Et ce gamin était un machiste avant de voir ses mouvements. Plus tard dans la salle de classe, même MC est confus sur ce qu'il doit appeler ce moment de main serrée. Alors que MC pose son téléphone, il remarque le nom sur le haut de sport de Yamada, et à ce moment-là, il réalise qu'il a échangé son haut de sport avec Yamada. MC écoute alors Yamada discuter avec son ami sur le fait que porter les vêtements de ton petit ami est un signe d'amour. À ce stade, MC veut récupérer son haut de sport, mais il ne trouve pas l'opportunité. MC remarque que Yamada porte son haut de sport alors que la classe commence. Il commence à paniquer qu'on puisse la remarquer à ce moment-là. À la pause déjeuner, Yamada appelle MC elle-même et le conduit à l'infirmerie pour récupérer son haut de sport. Alors que Yamada enlève son haut, elle sniffe étrangement celui-ci. Yamada emmène MC pour mesurer leur taille. Alors que Yamada s'installe sur les balances, son torse est directement pointé vers MC. Donc il recule d'un pas et demande à Yamada de se mesurer seul. MC doit utiliser une chaise pour vérifier la taille de Yamada. Le lendemain, alors que MC entre en classe, il remarque que tout le monde parle de Yamada apparaissant dans un film avec un acteur et un réalisateur célèbres. MC remarque que Yamada ne semble pas très excité. De toute façon, lorsque la classe commence, le professeur demande à chacun de choisir un numéro au hasard et ils s'assoiront selon celui-ci. Alors que MC s'installe dans sa nouvelle place, il commence à prier pour que Yamada s'assoie près de lui, bien que Yamada s'assoie effectivement près de MC, mais pas à côté de lui. Lorsque le cours commence, MC se retrouve en difficulté lorsqu'il essaie de regarder le tableau car Yamada est en avant. Adaki est chanceux et finit par s'asseoir à côté de Yamada, ce qui énerve MC. Hara remarque qu'il lutte, donc elle partage ses notes pour qu'il puisse les copier. Bien que Yamada ne semble pas trop heureuse à ce sujet, Yamada semble jalouse de NC pour interagir avec Hara, donc NC la calme en disant « Tout ce que je vois, c'est toi ». Les deux commencent à rougir et alors que Hara entre, MC et Yamada sont dans la bibliothèque. MC révèle qu'il a changé les places de siège, et maintenant Yamada doit s'asseoir là où MC précédemment s'assied parce qu'il ne pouvait pas voir le tableau. Pauvre Adaki. MC demande ensuite à Yamada de ne pas être stressé par le film. Yamada se réjouit et demande à MC s'il aime les films. Yamada révèle ensuite qu'elle joue le rôle de la fille du policier qui poursuit le protagoniste dans le film. MC remarque que Yamada semble plus joyeuse que d'habitude. Je suppose qu'elle voulait juste partager cela avec lui. Yamada lui dit sa grande ligne dans le film qui est « Tu es tellement bizarre ». Elle répète cette ligne plusieurs fois tout en regardant MC. Tout le monde commence à les regarder. Donc MC suggère à Yamada de partir quelque part en privé. Ils finissent forcés par s'asseoir dans la salle de stockage, alors que MC se tient trop près de Yamada en raison de l'espace limité. MC dit qu'il pourrait aller voir le film. Yamada se réjouit tant de l'entendre qu'elle sort de la pièce. Plus tard, MC regarde la série télévisée dans laquelle Yamada est présente. MC commence à se sentir triste lorsqu'il remarque que la série coupe presque toutes les scènes où Yamada est sur le point de parler. Le lendemain, MC voit Yamada raconter à ses amis qu'elle est dans la série télévisée, bien qu'il pensait qu'elle pourrait être inconfortable à partager ce détail. Plusieurs jours plus tard, Yamada court vers Sakin et semble très inquiète. Yamada explique que Kobayashi a un rhume, donc elle ne peut pas venir à l'école. Yamada s'installe ensuite sur le genou de Sakin. MC semble observer le comportement de Yamada. Pour faire Yamada bouger du genou de Sakin, elle surprendamment essaie de saisir le torse de Yamada. Alors que les filles font des choses étranges, MC essaie de se détourner de leurs activités. Plus tard, tout le monde semble stressé après l'examen. Yamada se dirige vers Kana et Yamada commence à la comparer à Kana, ce qui énerve Kana. Plus tard, MC et Yamada font des études de groupe dans la bibliothèque. Mais cette fois, Kana les joint également. MC aide Kana et résout toutes ses questions, bien que Yamada ne semble pas être contente de cela. Kana mentionne ensuite que l'école organise une réunion parents-professeurs bientôt. Kana révèle également le fait que Yamada parle beaucoup de MC devant elle, ce qui fait ressentir à MC de l'embarras. MC pense que Yamada doit avoir fait des blagues sur lui devant ses amis. Kana expose ensuite les moments bêtes de Yamada, ce qui fait MC sourire. Cela rend Yamada encore plus jalouse, car elle n'a jamais fait rire ou même sourire MC. Kana remarque également que MC ne hésite pas lorsqu'il parle à Yamada, même si son comportement est différent lorsqu'il interagit avec d'autres filles. Quelqu'un, s'il vous plaît, emmène Kana loin.
Plus tard, le jour de la réunion parents-professeurs arrive. Alors que MC descend les escaliers, il voit la mère d'Adaki tirer l'oreille de son fils et l'emporter, tandis que Adaki ressent de la douleur et de l'embarras. MC commence à avoir peur, et alors qu'il se dirige vers sa mère, il remarque Yamada assise avec elle. Étrangement, MC reconnaît sa mère par son aspect. Ce garçon a un goût compliqué en matière de femmes. La mère de Yamada est une femme stricte, qui répète à Yamada de bien tenir ses jambes et sa posture. Même la mère de MC est effrayée, car elle est assise à côté de Yamada. La mère de MC présente elle-même à Yamada, et Yamada se réjouit. La mère de MC demande à Yamada de bien s'entendre avec lui. À ce moment, MC se cache derrière un mur et spectateur leur conversation. Yamada nerveusement dit à la mère de MC qu'ils s'entendent déjà bien. La mère de MC donne ensuite à Yamada une pastille pour gorge. C'est en réalité une pastille médicinale. Et en retour, Yamada lui donne une autre pastille. De toute façon, lorsque la réunion se termine, ils commencent à marcher. La mère de MC semble impressionnée car le professeur a complimenté la participation de MC en classe, mais il ignore totalement sa mère et commence à marcher vite car il ne veut pas être repéré avec elle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ces enfants ont avec leur envie d'éviter la réconciliation familiale en public? La mère de MC montre ensuite à MC la pastille que Yamada lui a donnée. Elle-même commence à louer l'apparence de Yamada, tandis que Yamada marche discrètement derrière eux. La mère de MC demande ensuite à MC s'il connaît la fille qu'elle parle d'eux. MC répond par le nom Yamada. La mère de MC et son fils regardent derrière eux et remarquent Yamada qui se tient là, rougissante. Yamada court rapidement. Le lendemain, MC et Yamada sont assis dans la bibliothèque où Yamada mentionne que la mère de MC est adorable. Yamada semble s'asseoir très près de MC, donc il se lève. Comme Kobayashi est chez elle, Yamada demande à MC d'enseigner la science à Kobayashi pendant qu'elle tire le livre d'histoire. La bibliothécaire entre. MC remarque la pastille pour gorge sur le bureau. Il commence à paniquer, car si la bibliothécaire voit la boîte de pastilles pour gorge, ils seront en gros ennuis. Car la bibliothèque interdit strictement de manger à l'intérieur, MC murmure lentement à Yamada de cacher la pastille. Étrangement, Yamada saute et s'assoit par terre, tandis que MC cache la pastille. Qui aurait cru qu'elle avait un complexe pour les murmures? MC semble confus en voyant Yamada devenir toute rouge. Plus tard, il pleut tandis que MC roule en vélo. Il se sent malchanceux car il commence à pleuvoir exactement quand il sort. Il passe près de Yamada qui stoppe MC. Comme Yamada a une parapluie, elle place ses affaires sur le vélo et décide de les rejoindre. MC refuse son offre car rouler avec deux personnes sur une rue mouillée est trop dangereux. Donc ils vont chacun de leur côté. Lorsque MC arrive chez lui, il remarque que Yamada a laissé ses affaires sur son vélo. Au début, MC pense qu'il s'agit de friandises, mais lorsqu'il s'approche discrètement, il remarque un paquet de tampons. MC s'enfuit immédiatement pour trouver Yamada. Lorsqu'il arrive près de la station de métro, MC voit Yamada, donc il finit par lui rendre son sac. Yamada murmure doucement à son oreille que ces tampons ne sont pas pour ses menstruations. MC répond normalement à cette information et rentre chez lui. Plus tard, MC traque les photos de Yamada jusqu'à ce qu'il s'endorme, et alors il a un rêve étrange, dans lequel plusieurs Yamadas de différentes tailles le suivent. MC se réveille en sueur et réalise qu'il a attrapé un rhume. Le lendemain, Yamada vient à sa maison pour lui donner quelque chose à manger. MC l'invite chez lui pour une tasse de thé, il commence à paniquer. Alors que MC va dans sa chambre et est sur le point de changer de chemise, il commence à se sentir étourdi et tombe. Plusieurs minutes passent, et Yamada commence à s'inquiéter, alors elle entre dans la chambre de MC. Yamada court immédiatement, en voyant MC étendu nu sur le sol. Elle le soulève sur le lit et l'aide à enfiler une chemise. Imagine MC que sa mère entre. MC est tellement étourdi qu'il pense que tout cela est juste un rêve. Son tête tombe même sur le torse de Yamada. Yamada alors l'enlace. Plus tard, lorsque MC se réveille, il murmure le nom Yamada, mais lorsqu'il ouvre les yeux, il voit Kana assise là. Elle mentionne que Yamada a laissé une note pour lui qui disait « Salut le bien ». Le lendemain, Yamada entre en classe et demande à Ichikawa s'il a la ligne. Il semble qu'elle a finalement rattrapé le train. Bien sûr, il malinterprète et croit qu'elle se moque de lui, se défendant en pensant que même sans amis on utilise Line. Et alors si c'est juste pour sa famille? Il dit oui, et elle sort aussitôt son téléphone pour lui montrer sa collection de stickers rigolos. Elle propose de les lui envoyer, mais il refuse. À ce moment-là, c'est assez évident qu'elle essaie de l'ajouter et remarque que leur classe n'a pas de groupe de discussion, alors que les autres classes et clubs en ont. Elle demande si le club d'informatique en a un, mais Ichikawa dit qu'il ne sait pas. Quand Yamada insiste pour qu'il demande, il avoue ne pas vouloir, car c'est un si petit club que s'il n'est pas dans le groupe, c'est qu'ils ne veulent pas de lui.
Yamada pose sa tête et s'étale sur la table de la bibliothèque, son endroit habituel, et Ichikawa se demande si elle sait ce que c'est de se sentir exclue. C'est le 16 décembre, et Moko déclare avec enthousiasme qu'elle ferait n'importe quoi pour avoir un petit ami à Noël. Elle est assez intelligente pour savoir que rester là à en vouloir un ne l'amènera nulle part, et pense à échanger des identifiants Line avec les garçons de sa classe. Les deux autres filles ne lui prêtent pas beaucoup d'attention, mais Yamada se lève de sa place, approuvant l'idée. Moko est certaine qu'il ne sera pas difficile pour Yamada de trouver un petit ami. Yamada va demander à Ichikawa, mais Moko compare ça à un niveau 99 qui va combattre des slimes. De plus, elle soutient qu'elles vont demander à tout le monde, alors Moko accepte et lui demande en premier. Cette fille le regarde bouche bée, car elle n'arrive pas à lui demander directement. Moko repousse Yamada avant qu'elle n'ait la chance de lui demander, affirmant qu'elle doit s'occuper des plus importants. Ishimuro, par exemple, est d'apparence moyenne, mais est un as de l'équipe d'athlétisme et le plus brillant de la classe. C'est juste Moko qui veut son identifiant, et il s'avère que lui et Yamada vivent dans le même immeuble. De plus, leurs parents s'entendent bien, et ils se parlent, parfois. Ichikawa entend et sait qu'il ne peut pas l'arrêter, mais il réalise que c'est ce qu'elle faisait quand elle lui a demandé plus tôt ce matin-là. C'est un moment de regret instantané pour lui, alors qu'il grimace devant l'occasion manquée. Plus tard cette nuit-là, Ichikawa est allongé misérablement dans son lit, se souvenant qu'elle avait essayé d'échanger des identifiants avec lui. Il essaie de se consoler en pensant qu'elle a des tonnes d'amis, donc ce n'est probablement pas grave pour elle. Il commence à trop réfléchir, se disant que Yamada aime probablement les gars distants et brusques, mais vraiment doux et charmant sous la surface. Il s'emballe et fixe la seule photo qu'il a d'eux ensemble. Ses pensées s'aggravent alors qu'il essaie de calmer ses nerfs et de ne pas se donner d'espoir. Le lendemain, il arrive à l'école seulement pour voir Haruya discuter avec Yamada, parlant du dernier jeu. Il a même l'audace de l'inviter chez lui pour qu'ils jouent ensemble. Ichikawa observe, pensant qu'au moins cet homme pourrait faire un effort pour cacher ses vrais motifs. Kobayashi le fait taire en disant que Yamada ne joue qu'à Animal Crossing, mais Yamada l'interrompt en lui posant des questions sur ce jeu, détruisant sa couverture. Ichikawa la félicite secrètement pour avoir maintenu une défense de fer. Moku remarque une fille à côté de Haruyo, et Yoshida se demande si c'est sa petite amie. Mais si c'était le cas, il n'approcherait pas Yamada comme ça, n'est-ce pas? Moku la corrige en disant que c'est un vrai polygame. Elle semble en savoir beaucoup sur lui. Haruya finit par inviter Kobayashi aussi, affirmant qu'il voulait qu'elle vienne dès le début. Ichikawa observe toute la scène de loin et remarque qu'il ne fait que simuler, alors que Yamada est tout ce qui l'intéresse. Pauvre Kobayashi, il pense qu'il est réellement intéressé par elle. Ichikawa ne peut s'empêcher de le considérer comme une mauviette. Il s'affaisse et prend place à son bureau, toujours incrédule de voir comment la défense de Kobayashi a pu s'effondrer si facilement. Soudain, il entend Yamada et Kobayashi parler en privé quand Hana lui dit qu'elle n'ira pas. Kobayashi est indifférente et dit qu'elle prendra Moko à la place. Yamada essaie de la prévenir de ne pas y aller, disant que ce ne sera pas amusant. Cependant, Ichikawa comprend qu'elle est trop gentille pour être directement méchante avec son amie et lui dit qu'elle est utilisée comme appât. Plus tard ce jour-là, Ichikawa trouve Yamada, en train de pleurer toute seule à la bibliothèque. Oups, elle l'a surpris à s'inquiéter pour elle. Il entre et elle lui demande s'il joue aux jeux vidéo, et il répond qu'il joue sur Switch. Il a un flashback de son enfance, qualifiant la Switch et ses commandes de stupides. Les souvenirs qu'il a scellés si longtemps reviennent enfin. Yamada continue de lui dire que son père joue aux jeux vidéo, donc ils ont tout à la maison. Soudain, les filles qui traînaient avec Haruya plus tôt entrent et s'excuse dans son nom d'avoir été si directe. Elle suppose automatiquement qu'elle a un petit ami et fait semblant quand elle refuse, car elle est célèbre et doit garder sa vie privée secrète. Elle se lève brusquement, frappant ses mains sur la table, insistant qu'elle n'a pas de petit ami. Oh, on dirait plus qu'elle le dit à Ichikawa qu'aux autres filles. Les filles semblent réaliser quelque chose en les voyant tous les deux et partent immédiatement. Ichikawa est confus et lui dit qu'elle ne devrait pas traîner avec lui devant d'autres personnes quand la fille revient avec Haruyo, qui semble tout aussi confus. Ichikawa recule, mais Yamada lui attrape le visage alors qu'il les regarde du coin de l'œil. Les intrus partent, et Yamada redevient toute gênée et s'en va. Ichikawa retourne en classe, craignant que les gens ne se fassent de fausses idées sur eux. Pendant ce temps, en classe, Moko révèle enfin à Kobayashi qu'elle est juste utilisée. Yoshida se joint à elle, le traitant de pervers. Kobayashi lutte pour retenir ses larmes, et Ichikawa lève les yeux vers Yamada pour protéger les sentiments de son ami. À la fin de la journée d'école, Kobayashi avoue à Yamada qu'elle a décidé de ne pas y aller, et les deux filles rentrent chez elles en jouant. Ichikawa croise Oriya qui se retourne et part dès qu'il le voit. Il se demande si les gens pourraient penser que lui et Yamada sont un vrai couple, mais ses pensées le submergent.
Alors qu'il reste éveillé à trop réfléchir à tout ce qui s'est passé à l'école, il envisage la possibilité qu'il soit juste utilisé pour se débarrasser de Haruya. Il se décide qu'elle a juste profité de lui depuis le début. Yamada entre en classe et Ichikawa a arrêté d'aller à la bibliothèque, affirmant qu'il s'en fiche maintenant. Il part et Yamada le suit. Il accélère le pas pour l'éviter, mais elle fait de même. Elle réussit enfin à lui attraper le bras et le plaque contre le mur, mais recule un peu maladroitement en lui demandant s'il est fâché contre elle. Il dit que non et s'en va quand Yamada s'excuse à nouveau. Pour une raison quelconque, Yamada se met à pleurer comme une enfant. Et Ichikawa se demande et s'il avait tort de la mal juger et cherchait juste une excuse pour la détester sans raison. Il se souvient de son enfance, comment il n'a jamais acheté de jeux vidéo, peu importe à quel point il les aimait, juste parce qu'il avait peur de devenir obsédé. Dans le présent, il essaie de dire à Yamada qu'il avait juste des choses à faire pendant le déjeuner et qu'il n'est pas fâché contre elle. Elle répond en l'enveloppant dans un câlin serré, le serrant fort puisqu'elle est beaucoup plus grande que lui. Elle s'excuse en disant que c'était juste un câlin pour se réconcilier même s'il n'aime pas le contact physique, mais il refuse en disant que ce n'est pas le cas. Oh, les étincelles volent. Ils sont si proches l'un de l'autre et Yamada le serre à nouveau dans ses bras. Ichikawa fait de son mieux pour ne pas se laisser croire qu'elle pourrait réellement l'aimer et ils décident de rentrer ensemble. Yamada continue de bavarder sur la meilleure façon de manger du natto et apparemment son secret est de le tourner 40 fois pour le rendre délicieux. Ichikawa n'aime vraiment pas ça et Yamada arrête brusquement son discours et dit qu'elle est désolée parce qu'elle n'arrêtait pas d'en parler. Il observe qu'ils ont des sens, des goûts et des aversions très différents dans presque tout. Ils arrivent à une intersection où ils sont censés se séparer et prendre des chemins différents, mais Yamada s'accroche à l'arrière de son vélo en lui disant d'attendre. Est-elle déjà obsédée par ce héros sombre et mélancolique ? Elle suggère qu'il devrait m'en parler davantage, et il malinterprète, pensant qu'elle n'a vraiment pas d'amis à qui parler de son obsession pour le natto. Il est assez gentil pour partager qu'il n'aime pas le natto et le riz frit, et elle demande s'il va quelque part pendant les vacances d'hiver. Il réalise qu'elle a changé de sujet, mais choisit de répondre quand même en disant qu'il ira visiter la ville natale de son père à Akita. Elle semble tout savoir sur la bonne nourriture là-bas. Ses épaules s'affaissent, et elle vérifie son calendrier pour le 24. Ichikawa se souvient de lui rendre son livre qu'il traîne depuis un bon moment. Il s'assoit sur quelques marches, et il admet qu'il a aimé le livre plus qu'il ne voudrait l'admettre. Elle lui demande sa partie préférée, et les yeux de Yamada pétillent d'émerveillement, alors qu'elle s'exclame que c'est aussi la partie qu'elle préfère le plus. Elle dit qu'elle apportera le suivant lundi, et se souvient soudain de quelque chose qu'elle refuse de partager, et dit au revoir en rentrant chez elle. Cette fois, c'est Ichikawa qui ne peut pas la laisser partir, et lui dit d'attendre. Moko est déçue d'un autre Noël sans petit ami. C'est enfin lundi, et Yamada s'excuse continuellement auprès d'Ichikawa, parce qu'elle a oublié d'apporter le livre qu'elle avait promis. Il est détendu à ce sujet, mais cela semble être une grosse affaire pour elle, et elle dit qu'elle l'apportera le lendemain. Ichikawa lui rappelle qu'ils seront en vacances d'hiver, à partir de demain, alors elle prévoit intelligemment de se retrouver quelque part. Elle prend son courage à deux mains pour lui demander son identifiant Line. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'elle ait eu besoin d'un plan si élaboré pour ça. Et Ichikawa aussi est incrédule. Il reste éveillé à s'envoyer des messages la majeure partie de la nuit. Le lendemain, le MC est debout, au milieu de la ville, attendant Yamada. Il révèle qu'il a fini par rencontrer Yamada d'une manière ou d'une autre. De plus, il prévoit d'emprunter le prochain volume de ce manga rom-com. Bien que cela confonde le MC, pourquoi Yamada lui a-t-elle demandé de se rencontrer à Shibuya ? À ce stade, même le MC est confus, car ils auraient pu se rencontrer à leur endroit habituel. Bien qu'Ichikawa soit arrivé bien plus tôt, il est donc seul, semblant attendre Yamada. Cependant, il aperçoit soudain Yamada. Elle semble aussi arriver tôt. Cela perturbe le MC, alors au début, il commence à tourner autour d'elle pour confirmer si c'est vraiment Yamada. Le gars ne reconnaît même pas sa copine, mais quand le MC voit la fille savourer sa nourriture au milieu de la foule, il la reconnaît instantanément. Bref, le MC s'approche alors de Yamada et lui demande s'ils sont censés se rencontrer à 2h. Alors Yamada donne la même excuse que NC. Elle a dit qu'elle était partie tôt de chez elle pour trouver l'endroit. Bref, quand le MC mentionne le manga, Yamada l'interrompt immédiatement. Elle demande au MC de l'accompagner dans un nouvel endroit qu'elle veut découvrir. Par conséquent, ils commencent tous les deux à marcher, bien que le MC remarque que la ville est bondée à 7h. Eh bien très probablement parce que c'est le réveillon du nouvel an. Bien que Yamada ne semble pas se souvenir du jour où nous sommes aujourd'hui. Le MC remarque alors étrangement que Yamada sent vraiment bon. Bref, le MC se sent un peu abattu, car il pense que Yamada l'a probablement appelé pour qu'elle puisse faire d'autres courses plutôt que de passer son réveillon de Noël avec NC. Par conséquent, le MC ralentit et décide de ne pas marcher côte à côte. Bon sang, ce gamin réfléchit trop. Maintenant, alors qu'Ichikawa marche derrière Yamada, il voit instantanément son reflet dans un miroir.
Il effraie le MC car il réalise qu'il ressemble totalement à un harceleur. Par conséquent, il baisse sa capuche et enlève son masque. Cependant, cela rend Yamada heureuse quand elle voit son visage. Alors Yamada décide de donner au MC un côté du sac que Yamada porte. De cette façon, ils ne se sépareront pas et porteront le poids de ce sac ensemble. Ainsi, ils finissent à nouveau par marcher côte à côte. Mais alors que le MC essaie de s'éloigner de Yamada, elle le remarque instantanément. Alors Yamada lui demande de rester près ou il gênera les gens. Bref, ils arrivent à un café et Yamada dit qu'elle veut essayer leurs pancakes. Et je veux essayer les tiens, Yamada. À ce stade, cela commence à ressembler davantage à un rendez-vous. Bien qu'ils n'aiment pas où cela va alors qu'ils attendent dans la file, Yamada conseille au MC d'éviter d'aller dans un parc d'attractions lors d'un premier rendez-vous. Nous allons considérer cela comme un indice. Eh bien, apparemment, Yamada croit qu'attendre dans la file devient gênant, et la relation commence à s'effondrer. Mais comme ils attendent eux-mêmes dans la file, Yamada dit que sa théorie semble être fausse. Bien que Yamada réalise immédiatement que sa langue a fourché. Cependant, NC ne comprend pas ce qui vient de se passer. Au lieu de cela, il élabore sa théorie selon laquelle le gars devrait toujours se tenir devant les escaliers. De plus, il pense que c'est la raison pour laquelle Yamada se sent gêné. Les deux sont également stupides à ce stade. Bref, le MC demande à Yamada de le laisser se tenir devant elle. Elle refuse avec hésitation, et tous deux essaient d'établir un contact visuel gênant. Quand Ichikawa interroge Yamada sur ses cheveux, elle décrit comment sa mère les coiffe. Bien que cela surprenne le MC car il pensait que sa mère semblait assez stricte. Alors Yamada explique que sa mère agit toujours de manière dure et stricte quand ils sont dehors, mais elle est super gentille à la maison, elle l'appelle même Anna. Cependant, quand le MC qualifie leur lien de mignon, cela énerve Yamada d'une manière ou d'une autre. Parce qu'elle n'avait jamais entendu Ichikawa dire ce mot auparavant, ce qui perturbe le MC. Je veux dire, c'est juste, elle veut que le MC la trouve mignonne ou quelque chose, c'est pour ça qu'elle est énervée. Quelques instants plus tard, ils réussissent enfin à obtenir une place. Bien que Yamada commence à être confuse, car elle ne peut pas décider quoi choisir. Cependant, le MC se sent soulagé, car son humeur s'améliore instantanément après avoir regardé le menu. Comme le MC agit comme s'il n'était pas un grand fan de dessert, il décide de prendre un café pour lui-même. Bien que Yamada commence à se sentir mal en voyant le MC ne rien manger. Par conséquent, alors qu'elle s'excuse auprès du MC, il commence à hésiter parce qu'il pense qu'il a en quelque sorte gâché la situation. Bref, après avoir commandé leur nourriture, Yamada remarque que NC est tout en noir. Alors elle lui demande s'il aime la couleur noire. C'est là que NC réalise qu'il ne possède rien d'autre que des vêtements noirs. Cependant, Yamada révèle également qu'elle adore la couleur noire et possède de nombreux vêtements de cette couleur. Étrangement, Ichikawa dit que les vêtements noirs iraient mieux à Yamada qu'à lui-même. Il pense que quelqu'un avec un sens de la mode le porterait, ça a l'air stylé et cool, alors que le MC les porte juste parce qu'il ne peut pas les éviter. En gros, il essaie de dire qu'il n'est pas une personne à la mode. Le MC porte du noir parce qu'il aime ça. Le MC réalise alors instantanément qu'il a littéralement expliqué la mode à un mannequin professionnel. Cependant, Yamada est d'accord avec le MC et révèle que sa styliste a dit la même chose. Et alors que Yamada commence à expliquer l'histoire de ce que sa styliste a dit, le MC commence à se demander combien de fois il a gâché les choses aujourd'hui. Alors que le MC boit son café, il commence à regretter d'être venu avec Yamada à cause de ses gaffes. Comme ils s'entendent si bien à l'école, le MC pensait que passer du temps le soir du Nouvel An se passerait très bien aussi. Alors Yamada interrompt le MC et lui demande de la prendre en photo avec ses pancakes. Cependant, elle n'a pas pu s'empêcher de rester immobile en voyant sa nourriture. Par conséquent, le MC commence à la filmer. Elle est littéralement juste en train de manger dans cette vidéo. Yamada explique ensuite qu'elle ne prévoit pas de télécharger ses photos. Au lieu de cela, elle les envoie au MC, ce qui finit par le faire rougir. De plus, le MC commence à fixer la vidéo de Yamada sur le téléphone, ce qui l'énerve. Alors Yamada se lève et attrape le MC par le menton et lui dit de regarder la vraie chose. Alors tous deux s'assoient tranquillement un moment en rougissant. Plus tard, le MC accompagne Yamada faire du shopping. Cependant, le MC se sent à nouveau gêné, car Yamada ne le laisse pas payer au café. Il a littéralement l'air d'un enfant devant Yamada. Alors Yamada commence à demander au MC quelle robe elle devrait acheter. Il ne semble pas avoir d'intérêt, alors il en choisit une au hasard. Cependant, Yamada lui demande d'attendre dehors pendant qu'elle se change et la porte. Le MC commence à avoir des pensées étranges en réalisant que Yamada se change derrière un rideau. Par conséquent, il fait de son mieux pour se distraire afin de ne pas avoir de mauvaises pensées. Et pour rendre la situation plus difficile, le MC remarque Kana entrant dans le même magasin avec ses amis. Et ainsi, Yamada retire le rideau alors qu'elle révèle sa nouvelle robe. Bien que le MC demande à Yamada de rester discrète, car il ne veut pas que sa sœur le découvre. Par conséquent, Yamada tire le MC et décide de se cacher
dans la cabine d'essayage. Pourquoi est-ce toujours les cabines d'essayage? Yamada demande alors au MC pourquoi la sœur du MC ne peut pas les voir ensemble. Alors le MC lui promet qu'une autre fois, il la laissera le dire à tout le monde. Alors le MC dit à Yamada d'acheter la robe qu'elle porte, car il la trouve très séduisante. Et alors que Yamada se tourne, le MC remarque que son dos est révélé, car elle n'a pas fermé sa robe. Alors il commence à paniquer, pendant que Yamada s'appuie contre le mur. Plus tard cette nuit-là, le MC et Yamada rentrent de leur sortie. C'est là que le MC commence à partager des choses sur lui-même avec elle. Il dit à Yamada qu'il n'est pas très sociable et qu'il est toujours direct. De plus, le MC révèle qu'il coupe facilement les ponts avec les gens. Par conséquent, il explique que s'il est resté aujourd'hui avec elle, cela signifie qu'il s'est amusé. Cela plaît à Yamada, et elle commence à enrouler une écharpe autour du cou d'Ichikawa. De plus, sur le chemin de la gare, ils s'arrêtent tous les deux dans la rue décorée, ce qui les émerveille tous les deux. Bref, alors qu'ils arrivent à la gare, le train arrive. Bien que le train semble bondé, ils se retrouvent tous les deux séparés à l'intérieur du train. Par conséquent, Yamada tient la main du MC pour qu'ils puissent rester ensemble. Ces enfants ont eu plus de moments romantiques en une seule journée que moi dans toute ma vie. De plus, même après être arrivés à destination, ils décident tous les deux de rentrer chez eux en se tenant la main. À ce stade, ils ne se soucient plus si quelqu'un les voit, ils marchent tous les deux tranquillement et lentement d'une manière dramatique. Cependant, le MC craint que Yamada ne réalise ce qu'il ressent pour elle. Bref, Yamada arrive à sa porte et donc ils retirent leurs mains. Avant que le MC ne dise bonne année, Yamada l'interrompt. Elle explique qu'il reste encore des jours avant le nouvel an, et donc elle s'attend à le voir davantage avant le nouvel an. Ainsi, ils se saluent tous les deux et commencent à marcher chacun de leur côté. Cependant, quand le MC regarde en arrière, il réalise que Yamada a disparu. Il s'avère qu'elle se cachait derrière le poteau électrique. Et ainsi, Yamada saute devant NC et lui souhaite un joyeux Noël. Cela rend le MC épanoui car il a l'impression que Yamada connaît déjà ses sentiments envers elle. Ben oui, n'est-ce pas évident? Plus tard, quand le MC est allongé sur son lit, il recommence à trop réfléchir aux choses qu'il aurait dû faire. De plus, cela l'énerve d'avoir passé toute la journée avec Yamada. En pensant à ces choses, il remarque une personne assise à côté de lui. Cette personne n'est autre que le MC du manga qu'Ichikawa est en train de lire. D'accord. Alors maintenant, ce gamin a même des délires. Cette personne commence à faire la morale au MC à propos d'hier. De plus, il demande au MC s'il pense avoir une chance avec Yamada. Alors le MC lui dit qu'ils se sont tenus la main et considère cela comme un signe. Bien que Yamada soit généralement tactile, avec ses amis aussi. Et donc le MC commence à avoir des doutes. Il doute qu'elle le traite de la même manière qu'elle traite un ami. Par conséquent, cette personne imaginaire conseille au MC de se ressaisir et d'essayer de se mettre en forme. Il a littéralement 14 ans. Ensuite, nous voyons Kyotaro avoir des problèmes de sommeil. Cela commence avec Ichikawa, passant le réveillon du Nouvel An dans un restaurant. De plus, il semble être assis entre Nanju et Sakine, ainsi qu'avec Mamiya. Bien qu'il n'y ait aucune interaction, tout le monde est assis dans un silence des plus gênants. C'est vraiment comme ça que se déroule une rencontre e-friends moyenne. Le MC, lui, définit cette situation comme un véritable enfer sur Terre. Cependant, Sakine lui demande d'échanger leur place, juste pour qu'elle puisse passer un peu de temps avec Nanju. Étrangement, la main du MC semble être cassée. Pourtant, Nanju interroge Ichikawa à propos de Yamada. On dirait bien que quelque chose s'est produit entre Yamada et Ichikawa il y a de cela 4 jours. La scène coupe ensuite sur Ichikawa, qui arrive à Akita avec toute sa famille. La grand-mère d'Ichikawa accueille chaleureusement tout le monde chez elle. Cependant, le seul et unique problème qu'Ichikawa trouve à loger chez sa grand-mère, c'est de devoir partager sa chambre avec Kana. Alors qu'il entre dans sa pièce, Ichikawa reçoit un message de Yamada. Elle lui montre littéralement sa nourriture, comme pour le narguer. Cependant, Ichikawa se souvient du moment où Yamada avait mentionné qu'elle avait toujours rêvé de voir la neige. Alors il a promis à Yamada de lui envoyer une photo de la neige. C'est pourquoi Ichikawa sort se promener par ce temps glacial. Ce que les gens sont prêts à faire par amour. Alors que le MC s'enfonce un peu plus dans la forêt, il aperçoit une montagne et décide d'en prendre une photo pour la montrer à Yamada. Mais en avançant par inadvertance, il glisse et dévale la colline. De plus, son téléphone tombe tout en haut. Ça prend un certain temps, mais Kana parvient finalement à le retrouver en suivant ses traces de pas. C'est ainsi que, suite à cette chute, la main d'Ichikawa se retrouve cassée. Plus tard, toute la famille semble festoyer ensemble, tandis que Kana nourrit le MC, sa main étant cassée. Il réalise qu'il a aussi une autre main, n'est-ce pas? Bref, Ichikawa envoie ensuite son selfie à Yamada pour lui montrer sa main. Plus tard, il reçoit un appel vidéo de Yamada. Il s'avère que Yamada s'inquiète pour sa main. Cependant, Ichikawa s'excite en voyant Yamada dans son haut et son pyjama. De plus, elle porte aussi des lunettes, ce qui le rend encore plus excité. Bien que le gamin parvienne, d'une manière ou d'une autre, à se contrôler. Alors il raconte à Yamada comment il a eu sa blessure. Bref, alors qu'ils étaient en pleine discussion, Ichikawa a vu Yamada regarder à droite et se taire immédiatement.
Il s'avère que Kana s'est réveillée et qu'elle est maintenant en train de regarder le rappel vidéo. Et s'il a 13 ans, chaque enfant mérite sa vie privée après tout. Au début, Ichikawa fixe silencieusement Kana, mais ensuite il panique et raccroche accidentellement l'appel. Kana trouve Yamada mignonne, alors NC dit qu'elle n'est que sa camarade de classe, ce qui la choque encore plus, car elle pensait qu'il parlait juste à une streameuse au hasard. Cependant, Ichikawa dit que même lui ne sait pas si Yamada est son ami ou quoi, vraiment. Le frère est littéralement en train de se trahir à cause de sa nervosité. Cependant, le MC réalise que si Kana comprend le sous-entendu, elle pourrait le taquiner pour l'éternité. Mais étonnamment, Kana lui demande juste d'aller dormir, alors qu'elle retourne à son lit. Ça énerve Yamada qui lui est raccroché au nez. Cependant, elle lui demande ce qu'il a bien pu dire à sa sœur concernant leur relation. Ce à quoi il répond qu'ils ne sont que des amis, pour l'instant. Cependant, ça fait rougir Yamada quand elle comprend le sous-entendu. De plus, Yamada demande à Ichikawa si elle pourrait le rappeler. Alors cette fois, il sort dans le couloir et lui parle. Yamada commence une courte conversation avec lui, lui demandant s'il est bien hydraté ou non. De plus, elle lui demande de boire en même temps qu'elle. J'espère que c'était assez gênant, non? Mais qu'attendons-nous d'eux, après tout? Ensuite, elle lui demande de jeter un coup d'œil dehors, ce qui lui donne la chair de poule. Alors il capture le paysage et le lui envoie. Cependant, Ichikawa demande à Yamada pourquoi elle l'a appelé aujourd'hui. Mais elle ne donne aucune réponse authentique. De plus, ses enfants ont continué à parler jusqu'au lever du soleil, et encore une fois, Yamada a demandé à Ichikawa une étrange faveur. Elle lui demande de mettre sa main sur sa tête et de se tapoter 3 fois. D'autre part, Yamada fait la même chose, mais au lieu de sa propre tête, elle utilise celle de son ours en peluche, en supposant que la peluche est Ichikawa. Oh là là! Yamada est d'une humeur particulière aujourd'hui, elle se couvre en affirmant que c'est une astuce pour dormir. C'est ainsi qu'ils ont finalement mis fin à leur appel et ont terminé la journée. Le lendemain, Ichikawa et Kana saluent leur grand-mère alors qu'ils retournent à Tokyo. En chemin, ils s'arrêtent dans un magasin où il achète un porte-clés en forme de chien pour Yamada. Bref, sur la route, Kana interroge Ichikawa à propos de Yamada. Elle ajoute que les filles sont bien plus que leur simple apparence, leur charme. Voilà ce qui compte vraiment. À ce stade, Ichikawa a l'impression que Kana essaie de lui dire que Yamada est bien trop hors de sa portée, bien qu'il pense aussi la même chose. De plus, il regarde Kana et réalise qu'elle est la même que lui. Elle abandonne toujours ce qu'elle veut, avant même de pouvoir le regretter. Je ne sais pas ce que Kana a traversé, mais elle dégage une ambiance plutôt déprimante. Cependant, Ichikawa est entièrement concentré sur Yamada en ce moment, car il ne cesse de vérifier son téléphone. Il relie même sa conversation avec elle. Encore une fois, Kana commence à parler de Yamada. Alors cette fois, le MC lui révèle le nom de Yamada. Cela lui fait immédiatement tilt dans la tête. Elle se souvient que quelqu'un nommé Yamada a laissé un mot chez elle à l'époque où NC était malade. Cependant, à cause de sa mauvaise écriture, Kana a supposé qu'un garçon avait laissé ce mot pour Ichikawa. Je veux dire, ce serait Sao. Alors maintenant Kana croit qu'Ichikawa pourrait avoir une chance avec Yamada. Alors qu'elle le regarde étrangement, il l'a vu venir. De plus, Kana trouve Yamada terriblement amical. Vraiment. Par conséquent, elle demande à Ichikawa de la présenter à Yamada. En rentrant chez eux, Kana révèle qu'elle a acheté le même porte-clés en forme de chien pour l'assortir à celui de son frère. Cependant, Ichikawa semble être pressé alors qu'il sort. Il s'avère qu'il se dirige chez Yamada pour lui rendre son manga et l'écharpe qu'elle lui a donnée à Noël. De plus, il y voit l'occasion parfaite de lui offrir le cadeau qu'il a acheté. En chemin, il manque de percuter un chien qui ressemble exactement à celui du porte-clés. Et ce chien appartient à nul autre que Yamada elle-même. Alors Ichikawa a demandé à Yamada s'ils étaient censés se rencontrer, ce à quoi elle répond qu'elle pensait qu'Ichikawa était blessé, donc il ne pouvait pas faire de vélo. Cependant, ça fait rougir Yamada quand Ichikawa lui demande si elle lui a manqué. Yamada lui présente ensuite son chien, et ils vont au parc. À ce stade, Ichikawa pense que acheter un cadeau non alimentaire pourrait être un peu trop, puisqu'ils ne sont que des amis pour l'instant. Frère, donne-lui ce cadeau, bon sang. De plus, NC pense qu'il doit commencer à réfléchir avant d'agir, à partir de maintenant. Yamada lui demande ensuite de donner un ordre au chien qu'elle a dressé. Il s'avère que le chien ne réagit pas aux ordres d'Ichikawa. Au lieu de cela, c'est Yamada qui fait tous ses actes, il commande le chien, pas sûr des indices qu'elle essaie de lui donner en agissant comme un chien. Et enfin, quand Ichikawa demande au chien de lui donner la patte, Yamada lui tient immédiatement la main alors qu'elle s'assied juste à côté de lui. Au début, tous deux s'assoient silencieusement sur les bancs en se tenant la main. Mais ensuite, Ichikawa lui tend l'écharpe. Cependant, Yamada révèle qu'elle avait l'intention de donner cette écharpe à Ichikawa de façon permanente, mais elle pensait qu'il n'en voulait pas. C'est pourquoi il l'a rendue. À ce stade, Ichikawa se sent gêné, mais il rassemble son courage et lui donne enfin le cadeau. Cela excite tellement Yamada qu'elle commence à courir en rond. Sur le chemin du retour, Yamada demande à Ichikawa s'il compte visiter le temple pour le nouvel an. Oui, elle l'a invité à sortir.
Alors Yamada court chez elle et lui dit qu'elle lui enverra un message pour le lieu et l'heure du rendez-vous. Au fil des jours, Yamada et Ichikawa sont devenus accros l'un à l'autre. Alors qu'ils commençaient à se parler tous les jours par message, bref, la veille du nouvel an, Ichikawa se dirige vers l'épicerie pour acheter ses boissons. C'est là qu'il rencontre Nanju qui le reconnaît comme le gamin à vélo. Cependant, Sakin ne semble pas se souvenir de l'existence d'Ichikawa, car elle nie le reconnaître devant Nanju. De plus, il emmène le MC au restaurant. C'est là que le premier scénario de cet épisode se connecte. Alors Nanju commence à poser des questions sur Yamada, il demande même à Ichikawa s'il a la ligne de Yamada. À ce stade, Ichikawa s'énerve parce qu'il réalise que Nanju essaie juste de l'utiliser pour obtenir Yamada. Nanju révèle ensuite que Sakin ne révèle absolument rien concernant Yamada, elle garde le code système, par conséquent, il veut qu'Ichikawa l'aide. Puisqu'il est aussi le camarade de classe de Yamada, bien que Sakine recommence à faire semblant de ne pas le connaître, eh bien c'est de bonne guerre, car ça ne ferait qu'empirer si elle admettait le connaître. Cependant, Manya ne semble pas suivre le jeu, alors qu'elle mentionne Koshikawa et le gamin qui est proche de Yamada. Cependant, Sakine la fait taire à mi-chemin, en lui donnant un coup de pied. Et heureusement, Nanju ne comprend pas le sous-entendu. Mais c'est là que le MC sort son téléphone pour vérifier le message de Yamada que même Nanju voit. Alors Nanju agit comme si son cœur était brisé parce qu'Ichikawa lui a menti auparavant. De plus, il demande à Mamiya d'aller lui chercher un café. Alors Sakane la rejoint aussi pour l'accompagner. Alors Ichikawa et Nanju sont laissés seuls. À ce stade, Ichikawa semble être prêt à se battre avec lui. Cependant, Nanju s'assied juste devant lui. Il révèle ensuite qu'il ne dira à personne qu'il a eu le numéro de Yamada de sa part. Au début, Ichikawa commence à hésiter, mais il a finalement le courage de dire non à Nanju. Dieu merci, je pensais qu'il allait donner son numéro. De plus, Ichikawa lui dit qu'il n'a aucune raison de ne pas lui donner le numéro. C'est juste qu'il ne veut pas, tout simplement. C'est alors que Sakine revient et demande à Ichikawa de la raccompagner chez elle. Cependant, elle rejette Nanju quand il dit qu'il la déposera chez elle. Elle admet même qu'Ichikawa est son ami, devant lui. Sur le chemin du retour, Sakine tient la main du MC, mais il parvient à se retirer. À ce stade, cela lui confirme que le MC aime effectivement Yamada. Bref, il appelle Yamada juste après avoir déposé Sakine chez elle. Il s'avère qu'il mourait d'envie d'entendre sa voix, donc il lui a simplement souhaité une bonne année. De plus, Ichikawa décide que bientôt, il avouera son amour à Yamada. C'est le jour du nouvel an, enfin. Ichikawa et sa famille vont visiter un temple, et il s'avère qu'Ichikawa a doublement réservé avec Yamada. Le pauvre gamin doit concilier sa famille et sa vie amoureuse. Alors Ichikawa prévoit de marcher lentement pour pouvoir se retrouver derrière. Ensuite, il laisserait tomber sa famille pour rencontrer Yamada. Cependant, son plan échoue brutalement lorsque la mère d'Ichikawa aperçoit Yamada l'attendant au temple. Même Kanan est choquée, car c'est sa première fois qu'elle voit Yamada face à face. De plus, elle est impressionnée par sa taille, la qualifiant d'énorme. Alors Kana demande à Ichikawa si Yamada a un petit ami. Cependant, Ichikawa agit comme s'il ne savait pas, et c'est là que la détective Kana utilise son grand cerveau. Elle remarque que Yamada est bien habillé et qu'elle ne cesse de se regarder dans le miroir. De plus, elle s'entraîne à sourire. On en conclut donc que Yamada attend probablement quelqu'un qu'elle aime. Ça, c'est du niveau Sherlock, vraiment. Alors Asahi est gênée. Par conséquent, Kana se couvre en disant qu'elle ne fait que deviner des choses. Cependant, Asahi refuse quand Kana lui demande d'aller dire bonjour à Yamada. Parce qu'il croit que Kana les traquerait simplement et le taquinerait plus tard. Il a techniquement raison. Au lieu de cela, Yamada marche vers Ichikawa alors qu'elle le remarque. La mère d'Ichikawa présente même Yamada à son père. Par conséquent, ils décident tous de visiter le temple ensemble. Cependant, Ichikawa n'avait jamais imaginé que les choses pourraient se passer ainsi. De plus, il espère ne rien faire de bizarre. À ce point, même Yamada se sent mal à l'aise. Elle le taquine à propos de la double réservation de cette journée. Dans la zone de prière, Ichikawa ne peut pas tenir sa main pour prier, puisque sa main est cassée. Par conséquent, Yamada lui tient les mains et prie pour que leur vœu se réalise. Cependant, Ichikawa commence à trembler. Mais heureusement, ses parents et Kana semblent les attendre au rez-de-chaussée. Par conséquent, cela le soulage du fait que personne ne les a vus. En chemin, Yamada demande à Ichikawa son vœu. Alors il révèle qu'il a souhaité que les choses restent telles qu'elles sont, bien que cela énerve Yamada, parce qu'elle veut, en effet, que certaines choses changent. Enfin, ces tourtereaux passent à l'étape suivante, c'est certain. Cependant, Yamada se sépare de la famille Ichikawa et prend son chemin. Le plan d'Ichikawa de laisser tomber sa famille existe donc à nouveau. Et comme prévu, Kana commence à le taquiner. Elle pense qu'ils agissaient tous les deux de manière si super mature que Kana elle-même n'arrivait pas à suivre. Et bien même Ichikawa a remarqué que Yamada avait une sorte d'allure adulte aujourd'hui, car elle n'a rien fait de stupide aujourd'hui.
Alors qu'il marche avec sa famille, la mère d'Ichikawa mentionne qu'elle meurt de faim, alors il devrait s'arrêter quelque part pour manger. C'est là qu'Ichikawa trouve son opportunité et les coupe. Bien que, étonnamment, Kana décide de rejoindre son frère, Ru, leur donnant un peu d'intimité. De plus, elle attrape la main d'Ichikawa et court vers Yamada. Kana révèle qu'elle veut faire une meilleure première impression devant elle, et pas juste une adolescente ennuyeuse qui marchait maladroitement avec eux avant. Après quelques minutes, ils parviennent enfin à trouver Yamada. On dirait que Yamada a acheté plusieurs articles alimentaires. Elle peut à peine parler, car sa bouche est pleine. C'est là que Kana propose à Yamada de venir chez eux. Cela choque Ichikawa. Cependant, Yamada accepte sa proposition. Par conséquent, il commence à marcher vers la maison d'Ichikawa. À ce stade, il est choqué, parce qu'il n'avait jamais imaginé que ce jour se passerait ainsi. Ichikawa demande même à Kana pourquoi elle a invité Yamada. À ce stade, elle révèle qu'elle trouve Yamada assez charmante. Par conséquent, elle décide de l'inviter. Étrangement, Kana mentionne qu'elle ne s'attendait pas à trouver Yamada en train de grignoter autant. De plus, elle lui a demandé si elle attendait quelqu'un là-bas. À ce stade, Kana déchiffre même les mots que Yamada a prononcés quand sa bouche est pleine. Elle a réalisé que Yamada attendait effectivement Ichikawa, et c'est pourquoi elle a acheté de la nourriture supplémentaire. Ichikawa et Yamada ont tous deux des frères et sœurs d'un niveau d'intelligence supérieur. Alors qu'elle résout enfin le mystère, Kana crie qu'Ichikawa a vraiment une chance avec Yamada, cependant Ichikawa la fait taire à temps. Bref, ils arrivent enfin à la maison. Alors quand Yamada enlève son manteau, le porte-clés qu'Ichikawa lui a offert. Donc à ce stade, Ichikawa est inquiet, car il a dit à Kana qu'il avait acheté le porte-clés chien Akita pour la sortir à elle, et si elle découvre ça, ce sera un enfer pour lui. Alors quand Kana entre dans la pièce, Ichikawa tient Yamada et cache le porte-clés qui est attaché à son ventre. Kana panique en voyant son petit frère tenir Yamada juste au moment où ils rentrent à la maison. Par conséquent, Kana éloigne Ichikawa de Yamada et commence à fixer Yamada. À ce stade, Ichikawa pense que Kana a enfin découvert. Au lieu de cela, Kana semble fixer le corps de Yamada. Elle est surprise qu'une fille de première année ait de tels melons. Bref, Kana sert ensuite la soupe du Nouvel An, pendant que Yamada prend sa soupe. Kana et Ichikawa ne peuvent s'empêcher d'envier la beauté de Yamada. De plus, Kana est impressionné par la confiance de Yamada. À ce stade, je ne suis pas sûr quel frère ou sœur est le plus obsédé par Yamada. Alors Kana demande à Yamada son prénom pour pouvoir l'appeler par ce nom. Maintenant qu'elles sont amies, elle demande même à Ichikawa de suggérer le nom qu'elle utiliserait pour appeler Yamada. Les deux filles entourent Ichikawa et lui demandent de révéler le prénom de Yamada. Ichikawa commence à hésiter, il demande même à Kana de reculer, puisqu'elle est super proche de lui, alors Kana le taquine en disant qu'il ne semble pas dérangé par la proximité de Yamada. Bref, Kana décide ensuite de montrer l'annuaire à Yamada. Elle montre même les photos d'enfance d'Ichikawa, qui ne semblent pas avoir beaucoup changé. Je veux dire, c'est toujours un enfant. Yamada de Sao commence à regarder les anciennes photos d'Ichikawa pendant qu'il cache son visage de honte. Cependant, cela choque Yamada quand elle découvre qu'Ichikawa n'est jamais allé à l'école lors d'une excursion en plein air. À ce stade, Kana décide enfin de leur donner de l'intimité. Par conséquent, elle quitte la maison. Cependant, avant de partir, Kana remercie Yamada d'être amie avec Ichikawa. Cela la rend heureuse que son frère ait enfin un ami. De plus, Kana conclut un accord avec Yamada. Si elle laisse Kana appeler Yamada par son prénom, alors Yamada peut appeler Kana sa sœur. Quelques instants plus tard, Yamada commence à faire la vaisselle, même si Ichikawa l'a arrêté à plusieurs reprises. Alors Ichikawa a décidé de cacher ses albums. Cependant, Yamada semble le suivre partout où il va. Elle arrache même l'album d'Ichikawa et commence à regarder ses photos. Alors tous deux s'assoient ensemble sur le lit, pendant qu'Ichikawa lui parle de ses deux anciens meilleurs amis, Kineshita et Takano. Cependant, tous deux ont été inscrits dans des écoles privées. Par conséquent, ils ne sont plus en contact avec lui. De plus, Yamada remarque des trophées dans sa chambre, alors il révèle qu'il les a gagnés lors de concours d'essais, de compétitions d'affiches, de foires scientifiques locales et autres. Ichikawa considère ces jours comme ses jours de gloire. Il a même remporté un prix national pour avoir écrit le livre « Dossier de crimes bizarres de meurtre ». Alors il explique à Yamada que le livre révèle l'esprit des meurtriers. Cela surprend Yamada parce qu'elle est aussi intéressée par de telles choses psychologiques. Par conséquent, elle s'allonge sur le lit et lui demande de lire dans ses pensées. Cependant, Ichikawa refuse, puisqu'elle n'est pas une meurtrière. Cependant, Yamada remarque un magazine sous son drap de lit, alors quand elle essaie de le sortir, Ichikawa saute au-dessus d'elle pour l'arrêter. Tous deux commencent à rougir en se regardant dans les yeux. Cependant, Yamada le repousse lentement alors qu'elle s'assied. Par conséquent, elle se lève silencieusement et s'excuse d'avoir fouillé ses affaires. À ce stade, Ichikawa a l'impression qu'il est fini pour de bon.
Cependant, Yamada commence à prendre des photos de son enfance, tandis qu'Ichikawa est assis silencieusement, gêné. Et quand elle a fini de prendre des photos, Yamada commence à courir en bas. Par conséquent, Ichikawa court pour l'arrêter. Cependant, Yamada semble sourire en promettant de montrer son annuaire la prochaine fois qu'ils se rencontreront chez elle, et ainsi Yamada prend congé. Il faut un instant, mais Ichikawa comprend enfin que Yamada l'a invité chez elle. Bref, nous voyons ensuite un aperçu du passé d'Ichikawa à propos du moment où il a réalisé qu'il était inscrit dans une autre école que ses amis. De plus, tout le monde l'évitait, car il lisait des livres étranges sur les meurtres. Pas étonnant qu'il ait toujours été seul, il est trop jeune pour de tels livres. Cependant, maintenant Ichikawa ne se soucie pas si cela effraie qui que ce soit. Maintenant, il a Yamada de son côté. Par conséquent, il fait son sac et se dirige vers la voiture de sa mère. Même Kana se joint au trajet pour déposer son frère à l'école. Yamada semble attendre Ichikawa devant l'école, et quand il arrive, elle est heureuse. De plus, elle salue Kana, et la mère d'Ichikawa. Kana demande à Yamada de prendre Ichikawa puisque sa main a commencé à guérir récemment. Cependant, Yamada commence à fixer son sac. Il s'avère qu'elle cherche le porte-clés assorti qu'il lui a acheté, alors Ichikawa montre à Yamada la sangle assortie en la sortant de son sac. A-t-il juste volé le porte-clés de sa sœur, vraiment ? Bref, Yamada accroche son porte-clés au bouton de sa chemise, puisque Ichikawa ne veut pas l'accrocher à son sac. À ce stade, Ichikawa commence à avoir des flashbacks sur les moments qu'il a passés avec Yamada. Il trouve étrange qu'il y a environ un an, il ne voulait jamais venir à l'école et se coupait toujours des événements. Par conséquent, il attribue à Yamada le mérite de l'avoir changé. Cependant, Yamada utilise l'honneur reverse et lui dit de se remercier lui-même. Parce que s'il n'était pas venu à l'école, alors tous deux n'auraient jamais été amis en premier lieu. Cela rend Ichikawa assez émotif. Par conséquent, Yamada le serre dans ses bras. Et cette fois, Ichikawa la tient aussi et la remercie. Ensuite, nous voyons Yamada partager des bonbons avec lui alors qu'ils marchent tous les deux vers leur classe.